L'année 2020 a-t-elle commencé sur le chapeau des roues pour Félix Tshisekedi et ses alliés du Front commun pour le Congo? Grogne sociale d'un côté, insécurité avec des menaces persistantes de la balkanisation du pays qui se précisent dans l'est du pays, sans compter des scandales financiers ou encore des catastrophes naturelles qui ont emporté les nôtres. À une semaine, à quelques jours, disais-je, de la célébration de l'an 1 de l'alternance pacifique, sommes-nous mal partis? On ouvre d'en face à l'opinion de l'année 2020 avec un invité spécial, Jean-Thierry Monsenepo, communicateur du Front commun pour le Congo et président de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais unis, la CCU, le parti de Lambert Mende. Il va faire son entrée sur ce plateau de face à l'opinion sous les ovations du public ici présent. Président, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Prenez place s'il vous plaît. On va parler de la santé politique du parti, mais parlons d'abord de vous-même, votre santé physique, comment vous allez? Très bien, Dieu merci. On a quand même touché 2020, malgré les péripéties qu'il y a eu en 2019. Nous avons tout au long de ces 365 jours connu des moments de bonheur, mais aussi de tristesse, où nous avons perdu des êtres chers. Là, je pense personnellement à un frère du parti, Albert Bieka. Tu nous as quitté l'année passée, paix à son âme. Mais aussi d'autres personnalités aussi qui nous ont accompagnés dans la vie, mais que le bon Dieu a décidé qu'ils s'en aillent. Mais nous, il nous demande de continuer à rester pour travailler pour le Congo. Et on vous souhaite beaucoup de santé, Jean-Thierry Monsenepo, pour cette année pour 2020. La dernière fois, vous étiez ici d'en face à l'opinion, vous avez fait votre rentrée politique. Aujourd'hui, vous acceptez de commencer avec nous, de signer la rentrée de janvier pour l'émission. Vous regardez la caméra, la vôtre, elle est juste en face. Comme d'habitude, la tradition n'a pas changé. Vous faites votre profession des fois, vous dites au public si vous êtes prêt à convaincre. Bien sûr. Je suis prêt à convaincre puisque je crois profondément en ce que je fais. Et d'une manière non seulement philosophique, mais aussi personnelle, je suis convaincu que ce sont les idées que nous portons qui peuvent changer ce pays, mais aussi l'énergie que nous portons qui peut permettre à ce que demain le Congo puisse figurer parmi les grands pays de cette Afrique que nous aimons bien. Nous avons la lourde charge que par les expériences que nous avons sur le plan professionnel mais aussi politique, nous pouvons apporter notre pierre et notre raisonnement dans le débat collectif pour permettre à chacun de pouvoir tirer son idée et se déterminer par rapport à notre pays. On devrait applaudir pour sa profession des fois. Jean-Thierry Monsenepo, ce soir d'en face à l'opinion, on va parler de 2020, mais on fait marche arrière pour débriefer légèrement l'année 2019. Vous allez d'abord nous dire quel a été l'acte politique, sur le plan politique, social, économique ou diplomatique qui vous a le plus marqué? Il n'y en a qu'un, c'est l'alternance. C'est l'alternance qu'il y a eu, c'est cette passation civilisée du pouvoir entre un président sortant et un entrant. Rappelez-vous que lorsque nous avions fêté les cinquantenaires, commémoré les cinquantenaires d'indépendance de notre pays, à l'époque porte-parole du gouvernement, Lambert Mende avait accordé une émission au Monde et à TV5, au cours de laquelle il a eu à dire qu'il y aura passation de pouvoir civilisé. C'était resté historique. C'était resté historique. D'autres ont même utilisé ça comme arme de dérision. Mais ensuite, on s'est rendu compte que c'était cela, la volonté du président Kabila à l'époque, c'était de pouvoir historiquement marquer le pays par l'alternance. Il n'a pas été poussé par la pression de la rue. La pression de la rue, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de pression de la rue parce qu'il y avait dans la rue, nous qui étions membres de l'AMP à l'époque, puis finalement le FCC, qui souhaitions à ce que nous puissions aller vers la continuité, mais il y avait aussi d'autres Congolais qui étaient contre. Au-delà de ça, il y a eu des manipulations de part et d'autre qui n'étaient pas des manipulations d'ordre à mettre en cause un système politique, mais c'était des manipulations qui étaient utilisées pour déstabiliser le pays. C'était ça. Donc il n'y a pas eu de pression quelconque, c'est le respect de la Constitution, point barre. On reste en 2019. Avez-vous été déçu par quoi exactement? Principalement par les résultats de la Cour constitutionnelle, mais cela m'a permis de comprendre que c'est notre système électoral qui est mauvais, parce que nous avons généralement à l'Assemblée des gens que le peuple ne vote pas. Quand je dis des gens que le peuple ne vote pas, ça ne signifie pas que la CENI a proclamé des non-élus, ce n'est pas ça. Comme Mais ce qu'on dit ailleurs. Non, c'est dans quel concept, dans quel concept je le dis. Moi, personnellement, j'étais la tête de liste pour CCU et Alliés, donc l'Alliance.
pour la circonscription de Lukunga. Comptabilisé ensuite, j'ai eu à peu près 4370 voix. Mais un autre élu d'une autre liste, un certain Kennedy, a été proclamé élu de Lukunga par la CENI, mais il n'avait eu que 1190 voix. Pourquoi? Parce que les 14 autres candidats de sa liste avaient cumulé plus de voix que les gens que moi j'ai portés sur ma liste, qui avaient eu moins de voix que moi. Donc ça signifie que quelqu'un qui peut se retrouver avec 900 voix, on en a vu à Mbujimayi, il y a eu un élu qui est député aujourd'hui, il n'a eu que 900 voix, mais un autre qui avait 7000 seulement parce que la totalité des sommes des voix de la liste avait permis que celui de 900 voix passe, il est député aujourd'hui. Donc ça signifie que la population de fois se pose la question, mais comment se fait-il que cet individu que nous avons porté n'est pas à l'Assemblée nationale, mais un autre qui n'avait eu que peu de voix, mais où la liste a eu énormément de voix par addition, est devenu député. C'est la nécessité d'engager des réformes nécessaires. C'est ça les difficultés des proportionnels que nous avons adoptées dans notre pays. Quelle a été votre plus grosse frayeur en cette année, l'année passée, 2019? Mon cher Jean-Pierre, je vous dirais que les frayeurs, je n'en ai pas, je n'en ai jamais. Parce que je sais que je suis d'abord foncièrement chrétien. Le monde est dirigé par Dieu. Tout ce qui arrive, c'est sa volonté. Que ce soit la perception du mal que nous avons, selon la foi que nous avons, cela peut se transformer en bien. Car Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Il y a beaucoup de choses lorsque l'on regarde à partir d'ici, dans notre enfance ou dans notre parcours. À l'époque où c'était arrivé, on pouvait dire que c'était mauvais. Mais aujourd'hui, on est même content que ces choses nous soient arrivées parce que ça nous a forgés positivement. Comment dire, quelque chose de malheureux. Exactement. On vient de débriefer 2019 avec lui. On devrait applaudir pour Jean-Thierry Monsenepo qui est avec nous ce soir d'en face à l'opinion. Messieurs, on va maintenant parler de 2020, comme je le disais à l'entrée. Est-ce que cette année a-t-elle commencé sous le chapeau de roue? J'ai donné une liste non exhaustive des cas, des problématiques qui ont rythmé ce début d'année. Commençons d'abord par la grogne sociale qu'il y a dans les campus universitaires à travers le pays. Il y en a ici à Kinshasa, à Kananga, à Kisangani, un peu ailleurs. À la suite de la majoration à Kinshasa, des policiers sont tombés, sont morts. Des étudiants sommés de quitter l'université, le campus, dans les 48 heures. Quel regard vous portez par rapport à cette situation? Un regard très négatif. D'abord, il faut sectionner le problème. Le premier, c'est que nous avons un État qui a l'obligation de ne pas régler que les conséquences. Il faudrait que nous puissions régler les problèmes là où ça se pose. Depuis longtemps, il fallait déjà avoir un répertoire clair de ceux qui habitent les homes d'étudiants au niveau de l'UNIKIN et même dans d'autres universités telles que à l'IEC. Vous êtes sûr qu'à l'UNIKIN, ce n'est pas normal. C'est pas fait. Ce n'est pas normal que le gouvernement puisse se réveiller un matin, fermer le home parce qu'il y a des informations qui stipulent qu'il y a des infiltrés au sein du site universitaire. Cela est une preuve d'irresponsabilité de la part des responsables de l'UNIKIN qui, selon moi, ne devaient même plus être en fonction aujourd'hui. Ils devaient déposer. Deuxièmement, les étudiants ne peuvent en aucun cas, et c'est le cas de tous les Congolais, s'en prendre aux biens publics et privés lorsqu'il s'agit de recommandations. Ils ont saccagé des bâtiments administratifs, ça ne pillé des servait banques. à rien de le faire parce que ça ne fait que reculer le pays. J'ai donné aux gens des exemples. Mobutu, le maréchal du Zaïre, n'est plus là, ça fait pratiquement 23 ans aujourd'hui. Mais lorsque Mobutu, en 91 et en 93, subit par son régime le pillage. Mais Mobutu était d'abord en dehors de la ville de Kinshasa et ensuite réfugié au camp Tchatchi. Mais aujourd'hui, Mobutu n'est plus là. Il est décédé depuis le 7 septembre 97. Mais nous sommes en train de payer les conséquences de ces pillages jusqu'à aujourd'hui. Les bus de Transco que nous avons l'habitude de brûler lorsque nous sommes fâchés, mais c'est acheté avec notre argent de contribuable. Qui souffre en ce moment-là? Ce ne sont pas les autorités que nous blâmons, mais c'est nous, population. Ces banques qui vont ouvrir dans les sites universitaires, c'est pour faciliter une proximité avec les étudiants pour l'épargne, mais aussi pour le paiement de leurs frais académiques.
détruire ces sites. Mais c'est encore une fois faire reculer le pays. Est-ce que vous ne comprenez pas la colère des étudiants quand on passe des 160 000 à 400 000 Mon cher frère, quelle que soit la cause de votre colère, vous ne devez pas brûler la maison où vous habitez, parce que quand il va pleuvoir, vous allez vous abriter. Il n'y a pas de justification par rapport à une telle colère. Encore que, en suivant le gouvernement, il y a eu des conciliabules pour arriver à ce montant, notamment avec la délégation estudiantine qui a pris part à ces débats. Donc nous sommes là dans un cas de figure où des étudiants ont été, certains étudiants, ont été à la base d'une déstabilisation punissable par la loi. Aujourd'hui, maintenant que l'on constate qu'il y a des vidéos qui circulent, où il y a des individus identifiables qui ont cassé, brûlé et même donner la mort à des agents de l'ordre. Quelle est la position de la justice par rapport à ces individus? Il ne faudrait pas que l'impunité puisse prendre fait et corps dans notre pays parce que l'on parle de droits de l'homme, parce que l'on craint que X ou Y va se fâcher. Donc, à mon humble avis, il faudrait que l'État puisse asseoir son autorité comme il le faut. Pas toujours en aval des problèmes, mais en amont. Prendre la mesure des choses bien avant pour éviter que ce genre de cas se reproduise. On sait que ça se répète chaque année à l'université de Kinshasa, au ailleurs, mais que répondez-vous à ceux qui pensent que dans ce cas, sous examen, Félix Tshisekedi est tombé dans le piège lui tendu par ses alliés du Front commun pour le Congo, qui travaillent pour son impopularité? Non, mais écoutez, le Front commun pour le Congo est partenaire du cash. Les ministres qui sont dans le Front commun pour le Congo sont soumis à la Constitution. Et le garant de la Constitution, c'est le chef de l'État. Lorsqu'il s'agit d'exercer les responsabilités de l'État, il n'y a plus de cash ni de FCC, c'est l'application des lois, des textes et des prérogatives de chaque ministre. Donc il ne faut pas dire qu'un ministre qui, dans un secteur donné, connaît des problèmes, c'est parce qu'il est en train de calculer une quelconque impopularité. Les problèmes dans tous les secteurs, il y en a. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans 4 provinces. Congo central, l'Omami et le Sankourou, sans parler de l'Ituri. C'est des problèmes qui concernent le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on dirait que le ministre, le VPM Kankonde, est en train de chercher à travailler à l'impopularité du président de la République? Non, les problèmes arrivent. Aujourd'hui, il y a des problèmes liés à des conséquences naturelles telles que les crues des rivières qui débordent, notamment ici dans la ville-province de Kinshasa. Est-ce qu'on va dire que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat fait pleuvoir pour l'impopularité du président? Non, c'est des problèmes qui arrivent, mais nous jugeons nos autorités par rapport aux positions qu'ils prennent et aux réponses qu'ils apportent. Non seulement en amont, mais aussi en aval. C'est pour cela que je suis en train d'interpeller à ces autorités, à ce qu'ils puissent savoir que la gestion d'un pays, ce n'est pas seulement a posteriori. C'est aussi prévoir, car diriger c'est prévoir, les problèmes qui peuvent arriver et déjà se projeter dans des solutions qui éviteraient... Vous avez l'impression qu'on ne prend pas des mesures adéquates, efficaces ou efficientes? Non, je pense que nous sommes dans une léthargie et à chaque fois nous sommes réveillés par les problèmes et c'est en ce moment-là que nous nous mobilisons. C'est une très mauvaise approche de gestion. Il y a un autre problème à notre porte maintenant, c'est ces bruits de plus en plus persistants sur la balkanisation, une possible balkanisation du pays. Le plan serait très avancé d'après les alertes données par l'Église catholique ou encore les protestants qui appellent d'ailleurs à des concertations nationales. Quel regard vous portez là-dessus? Jean-Pierre, je vais te suspendre, mon cher ami. Je vais te surprendre, c'est que moi, vos histoires de balkanisation, je n'y crois plus. Parce que depuis 1960, Lumumba nous en a parlé. C'est un vieux problème, en effet. Pour moi, c'est devenu une excuse pour justifier notre incapacité à bien répondre aux problèmes de nos populations. Pour sécuriser Béni, il faut que l'armée et le renseignement travaillent convenablement. Ce n'est pas normal que l'on sache qu'il y a des individus, hommes politiques, qui sont responsables de ces instabilités. Ici au Congo, on ne les touche pas, on les protège même. On sait que l'armée est foncièrement infiltrée à certains postes de commandement. On ne fait pas de remue-ménage à ces endroits.
il y a des populations qui sont complices des ADF, on ne les interpelle pas, mais facilement on sort la balkanisation. Mais l'armée elle-même dit de tenir des preuves sur... Quelle est la réponse que nous donnons aux besoins de développement de nos populations de Beni Butembo, qui souvent sont recrutés dans ces groupements armés par manque de travail? La réponse, c'est balkanisation. Quelle est la réponse que nous donnons à ces rivières qui ne sont pas curées, à ces parcelles qui sont mal loties, qui entrent dans les lits des rivières et des fleuves, qui ensuite causent des inondations? C'est aussi la balkanisation. Nous ne pouvons pas continuer à être le grenier du monde, à avoir toutes les richesses que nous portons dans notre pays. C'est une responsabilité face au monde, mais que nous continuions à utiliser une irresponsabilité qui devient caractérielle de notre population, de nous-mêmes Congolais, et ensuite qu'on accuse les autres de vouloir nous balkaniser. Mais écoutez, aujourd'hui, le Nil passe par l'Éthiopie. Si l'Éthiopie décide de créer des digues pour barrer le passage du Nil, vous pensez que l'Égypte va se laisser faire? Eh bien, l'Égypte va attaquer l'Éthiopie. Et ensuite, ça sera l'Éthiopie de dire qu'on veut me balkaniser. Nous avons dans notre pays une responsabilité planétaire en ce qui concerne les richesses que nous avons dans le sous-sol et des richesses en faune et en flore. Lorsque, à pas moins de 500 km de ce pays, les gens crèvent parce qu'il n'y a pas d'eau douce, mais vous vous amusez avec. Lorsque les gens meurent de faim parce que leurs bétails ne peuvent pas brouter une herbe verte, mais vous vous amusez avec des étendues de terre arable. Après, vous allez dire qu'on veut vous balkaniser. C'est notre irresponsabilité qui nous met dans cette position. Lorsque nous avons des dirigeants qui marchent sur des contrats qui étaient signés par leurs prédécesseurs, parce qu'ils veulent des pots de vin, parce que le premier qui était là a signé un contrat, celui qui vient, pas parce que le contrat a des failles, mais seulement parce qu'il veut qu'on lui graisse la patte, il casse le contrat, on accuse le pays au tribunal de Paris, ainsi de suite, nous bloquons le fonctionnement de notre pays. Est-ce que c'est cela aussi une balkanisation? Mais nous sommes nous-mêmes la cause des problèmes que nous rencontrons à cause de notre irresponsabilité. Et là, ce n'est pas seulement les dirigeants, mais aussi le peuple congolais. Nous-mêmes, en tant que Congolais, nous ne sommes pas suffisamment responsables. Les Congolais pas responsables, vous aurez des questions de l'opinion tout à l'heure, des jeunes Kinois qui sont venus vous poser des questions, mais on traverse également Jean-Thierry Monsenepo en 2020 avec cette rocambolesque affaire de 200 millions de la GECAMIN avec la société Ventura qui l'on accuse de vouloir, on accuse en effet GECAMIN et Ventura de vouloir payer une dette à une entreprise fictive. Jean-Thierry Monsenepo est là. L'affaire n'est plus simplement juridique ni économique, mais c'est aussi politique parce qu'on a l'impression que ici c'est le Front commun pour le Congo qui est sur le banc des accusés. Jean-Pierre, je vais te répondre à deux volets. Le premier volet, c'est que on a l'impression qu'au Congo, les réseaux sociaux sont la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc si, demain, dans les réseaux sociaux, j'écris que Jean-Pierre, les lunettes qu'il porte sont plutôt mes lunettes, on vous condamne. Sans avoir été jugé. Sans même vous écouter. Il suffit ensuite que je brandisse un document qui ressemblerait à votre écriture, comme quoi c'était la décharge pour prendre les lunettes, on vous recondamne. Est-ce que c'est comme ça que nous devons développer notre pays? Avec des rumeurs qui sont confirmées par les masses, simplement puisque citées dans les réseaux sociaux. Et on voit les politiques s'en approprier aussi. Les politiques de notre pays s'en approprient. Pourquoi? Ça, c'est deuxième volet de ma réponse. Mais ils s'approprient de cela parce qu'ils n'ont pas un discours, mon cher ami. Tu as déjà entendu un politique congolais venir sur votre plateau la veille d'une rentrée scolaire, venir vous donner des idées sur la manière dont on doit porter des réformes sur notre système éducatif? Jamais. Vous avez déjà entendu un politique congolais
venir sur votre plateau pour vous apporter des idées sur la manière dont on peut refaire notre fiscalité. Jamais. Étant donné qu'ils n'ont pas de matière sur des secteurs qui peuvent faire porter le pays, ils font chou ou ils font moudre tous les grains qui passent par les moulins. C'est-à-dire 200 millions, il en fait une affaire. Comment dans un pays où on tue à l'Est, où des gens sont en train de mourir de faim, d'Ebola, de plusieurs problèmes, on peut passer 2 semaines en train de parler de 30 vaches? Un pays sérieux. Comment dans un pays sérieux, on peut perdre le temps à parler sur des choses aussi futiles? On parle des 30 vaches, non pas parce que c'est l'acte qui pose problème, mais mon plutôt cher ami, le contexte, cher ami, les bénéficiaires le même contexte, du cadeau et des le propos qui ont été contexte, tenus. on peut en discuter un soir autour d'un verre, mais le contexte, c'est quel contexte? Un directeur de cabinet du président de la République qui déjà même dans la hiérarchisation des structures fonctionnelles du pays, il est presque inexistant, qui va dans une invitation privée de fête de mariage, qui fait une promesse de vache, en quoi ça concerne le Grand Congo? Il y a mené un peu de l'officiel aussi. Comment? Par un document? Par un ordre de mission? Ses propos. Quand il dit par exemple que Mon le cher président frère, regrette de ne pas être mon invité, cher frère, quand il dit que nous mon venons cher frère, raffermir des liens, à mon nos humble liens avis, entre le Kivu à et le mon Rwanda. humble avis, si Ouais. on devait rapporter les propos que nous tous nous tenons dans nos fêtes privées, dans nos rencontres privées, alors on ne ferait plus rien, on ne serait qu'en train d'épiloguer sur Mais ça. quand on occupe des charges publiques, Jean-Thierry Monsénéco, Moi, il je faut faire pense très attention. foncièrement Ouais. que nous devons nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi, C'est quoi? mon cher Jean-Pierre? Ouais. C'est comment est-ce que nous pouvons transformer cette jeunesse congolaise qui est une manne en énergie pour le développement. Comment est-ce que nous pouvons sortir de la tête de nos jeunes que lorsqu'ils sont à 100% à l'université, 75% d'entre eux ne doivent pas penser être fonctionnaires de l'État, mais être des entrepreneurs. Nous devons réfléchir à comment est-ce que la richesse potentielle de ce pays peut se transformer en vraie richesse. Nous devons réfléchir à comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que le pétrole qui est en train de pourrir sous nos terres, ici à Mwanda, avec des contrats qui sont chaque jour annulés, des plaintes contre le pays qui sont chaque jour portées en Europe et partout, parce que nous ne savons pas bien gérer le contrat d'affaires, comment mieux les faire? Comment est-ce que les communes peuvent mieux se développer en percevant les taxes sur les impôts fonciers et les taxes sur les revenus locatifs pour que ces communes aient des millions de budget à gérer par an? C'est ce qui est important. Pour l'instant, on ne le fait pas. Mais parce que nous sommes dans ce qui est dérisoire. 30 vaches, et avant-hier, je vois 500 poissons. Et puis demain, il y aura quoi? Des corbeaux? Sérieusement. Jean-Thierry Monsénéco, dans Face à l'opinion ce soir, merci beaucoup pour la profondeur de vos analyses, vos points de vue. Mais parce qu'on est dans cette politique politicienne, vous avez épinglé une liste également des choses qui doivent être faites, qui ne le sont pas. Quelle lecture portez-vous, par exemple, sur la première année de Félix Tshisekedi au pouvoir? On va célébrer cela d'ici 2 semaines. Quelle lecture portez-vous, vous, en tant que politique, mais également un homme averti? J'ai l'impression que nous faisons du surplace. Et sachez-le très bien que dans le monde, le surplace signifie reculer. Parce que les réformes qui ont été faites doivent être mises en place. Quand je parle de réformes, je parle des secteurs clés. Des secteurs clés, il y en a aujourd'hui qui ont besoin d'être boostés. Nous avons aujourd'hui besoin que le climat des affaires puisse être mieux assaini pour permettre à ce qu'il y ait plus d'investisseurs. Ça ne suffit pas de porter un langage ou un discours politique. Il faudrait associer à cela des actes. Voyager Et à des travers le actes, monde est un des actes pour Bien entendu, stimuler, je n'en effectivement. disconviens pas. Parmi les prérogatives du président de la République, il y a aussi la diplomatie. Qu'il accepte de porter cette diplomatie lui-même, tant mieux, c'est son choix. Mais il est important de savoir que la République démocratique du Congo n'a pas besoin qu'aujourd'hui nous puissions avoir un appui du FMI pour que nous puissions avoir des balances de paiement. Nous avons la capacité de mobiliser nous-mêmes ici ce qu'il faut pour que nous puissions combler le gouffre financier dans lequel nous sommes.
Nous ne pouvons pas continuer à dépenser autant de devises pour l'importation des produits vivriers. Mosé Laurent Désiré Kabila a nourri ce pays avec le service national seulement. Les tracteurs, il les a achetés avec le diamant de l'Amiba. Qu'est-ce qui nous empêche de faire mieux? Pourquoi il y a cette stagnation On est dans que l'on constate? On fait le surplace ou on est dans la continuité de ce qui avait été fait parce que... Non, la continuité, c'est-à-dire quoi? Je vais vous donner un exemple concret. Il y a eu une réforme en ce qui concerne le secteur de télécom, la télécommunication et les médias, notamment le passage de l'analogie vers le numérique. Nous avons aujourd'hui des chaînes de télévision qui naissent avec une pluralité de programmes. Nous avons aujourd'hui des opérateurs multiplex qui ont racheté les fréquences qui hier ne portaient qu'une chaîne, mais aujourd'hui une fréquence peut vous produire 24 programmes. Maintenant, est-ce que l'autorité ou la tutelle administrative des médias est en train d'accompagner tous ces médias qui sont en train de naître dans la TNT? C'est ça le problème. C'est-à-dire que hier, on a eu la réforme sur le plan papier, mais aujourd'hui, il faut un accompagnement. Est-ce que cet accompagnement est là? Est-ce que ces multiples médias rapportent quelque chose au trésor public? Moi-même, je suis l'un des responsables de Bleussat. Je vois chaque jour des gens venir ouvrir des programmes. Nous sommes aujourd'hui à plus de 75 programmes privés qui sont portés par notre système multiplex. Mais j'étais étonné de voir qu'il y a un arrêté ministériel qui fixe le taux du récépissé à 20 000 $. Mais un jeune homme comme Jean-Pierre, qui veut lancer son programme, sa chaîne de télévision, je ne dis pas que tu as cette idée, sinon le PDG de RTGA va te mettre à la porte. Vous venez ouvrir votre média. On vous demande 20 000 $, vous allez les avoir où? Mais si on vous dit que vous pouvez au cours d'une année échelonner de payer par exemple 12 000 $, mais que vous pouvez payer les premiers 1 000 $ après un trimestre de fonctionnement, ça peut marcher. Voilà les raisonnements dont nous avons besoin. C'est ça la vraie continuité des réformes dont nous avons besoin. Mais vous qui comprenez mieux les choses, est-ce que vous en faites part aux responsables? Est-ce que vous essayez de les rencontrer pour discuter, leur faire comprendre comment on peut procéder? Mais écoutez, je pense que lorsque l'on confie une responsabilité à quelqu'un, c'est qu'on a jugé de ses capacités de pouvoir apporter le meilleur de lui-même dans ce secteur. N'empêche que ceux qui sont dans le secteur apportent aussi leur contribution. Encore qu'il faudrait qu'il y ait un cadre de concertation entre notamment les opérateurs multiplex et l'État congolais. Si nous avons aujourd'hui une société telle que l'OCPT, qui est dans d'autres pays un fleuron économique. Nous sommes passés à l'ère du numérique. Comment se fait-il qu'il y a eu un dégagement de fréquences, mais que l'opérateur national, l'OCPT, n'a pas de fréquence propre? Le Renatelsat n'est pas de fréquence propre. Mosé Laurent Désiré Kabila avait signé un document à l'époque pour que l'OCPT ait une fréquence comme opérateur de télécommunications mobiles. Mais cela a été noyé. Aujourd'hui, ces fréquences sont utilisées par une société privée, commerciale. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que le ministre accompagne l'OCPT? Il y a tellement beaucoup de choses à faire, mais apparemment on a l'impression qu'on est plus dans les chamailleries FCC Cash mais c'est ce que j'étais en train de apporter des solutions réelles au problème. Cash. Alors moi je comprends que les Congolais, nous sommes bons au divertissement. Les vaches, les poissons, le gilet que porte le sénateur Joseph Kabila. Joseph Kabila, effectivement, qu'il a changé de style, il est de moins en moins en veste. Vous imaginez? Oui. Alors qu'il y a des débats tels que ceux que nous discutons avec vous aujourd'hui. Ce que l'OCPT peut apporter au trésor public. Vous imaginez, toutes les entreprises publiques que nous avons n'apportent même pas 10% au budget national. Si on en a fait des entreprises commerciales, c'est encore une réforme. Mais il faut que l'État ouvre les parts alors. Félix Tshisekedi a dit que 2020 sera l'année de l'action et de la fin de l'impunité. Est-ce que vous le croyez?
C'est bien de le dire et j'aime la détermination du président de la République. Mais il faudrait que cela soit suivi des actes. L'année 2020, c'est l'année de l'action. 2020 a commencé, ça fait aujourd'hui 10 jours. Il ne faut pas attendre le 365e jour pour faire l'action. L'action, c'est des réformes. Notre économie a sérieusement besoin des réformes. Les entreprises publiques doivent être compétitives. Les entreprises privées doivent être accompagnées. Ce n'est pas normal que dans notre pays, une entreprise disparaisse après une année à cause d'une forêt de taxes qui n'a pas de sens. Vous payez le FPC, vous payez je vous assure qu'il y a de quoi fuir. Moi-même, je suis opérateur économique, je sais de quoi je parle. Vous pouvez fuir. La seule chose pour résister, c'est d'entrer dans des combines. Mais qui perd dans ces combines? L'État. Est-ce qu'il faut envisager des concertations nationales comme d'aucuns le proposent, une sorte de dialogue pour essayer de parler de tout et de rien, notamment de cette histoire de balkanisation? Non, mais le problème, c'est que c'est la pensée profonde qui va déterminer le bien fondé de ce dialogue. Si la pensée profonde, c'est revenir à des partages de postes, ça ne servira à rien. Mais si la pensée profonde, c'est pour réfléchir à des réformes qui peuvent faire en sorte que le pays soit cimenté, eh bien c'est bien. Parce que si justement aujourd'hui ce pays résiste dans ses formes de 1885, ses formes géographiques, c'est parce qu'il y a l'unité nationale. Et cette unité nationale est en train de mourir à cause de cette histoire des gouverneurs d'origine. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que vous, Jean-Pierre, vous vous appelez Kayembe, que vous soyez demain gouverneur de chez moi à Maïndombe. Pas parce que vous êtes étranger, mais parce que vous avez une idée sur comment le Maïndombe peut mieux gérer ses réserves halieutiques, sa forêt et ses eaux douces. Voilà les réformes pour lesquelles nous devons réfléchir. Comment éviter à ce que les assemblées provinciales ne deviennent pas les creusets de corruption pour que le sénateur qui soit élu soit celui qui a plus d'argent et non celui qui a plus d'idées. Mais tous ces problèmes n'ont pas pour commencé que le aujourd'hui, gouverneur... Jean-Thierry Monsené. Pourquoi avant... oui. Ces problèmes étaient pires avant. Avant, il n'y avait même pas d'élection de gouverneur. Avant, il n'y avait même pas un début de réforme de ce dont je vous parle ici. Donc, ça signifie qu'il y a eu un pas qui a été fait. On va prendre quelques questions. Il faudrait maintenant que l'on fasse le reste. On va prendre quelques questions et puis on reviendra pour conclure. Pierre? Monsieur Nepo, moi c'est Pierre. Lorsque j'ai vu hier, par exemple, quelques filles de l'UNIKIN venir, mais dès qu'ils ont passé une nuit sous la même chambre avec des garçons, tout simplement parce que les autorités ont décidé de les déguerpir de hommes, même s'ils sont à l'université, ils payent les frais qu'on a majorés, mais au sein de l'université, ils ont du mal à accéder aux installations sanitaires, il faut payer 200, 300 francs. Je me dis, est-ce que le gouvernement a essayé un peu d'imaginer les conséquences? Ne sera pas une décision barbare? Merci beaucoup. Je pense que j'ai eu à le dire ici au début. Hier, d'ailleurs, ceux qui ont suivi mon post sur Facebook ont remarqué que je n'étais pas d'accord avec cette décision de sortir les étudiants du home. Pour la simple raison qu'il y a d'autres qui n'ont pas de famille ici. Attends, il y avait une menace de sécurité pour le pays. Mais la question de sécurité, c'est une question qui, comme je venais de le dire, doit être réglée du jour le jour. Parce qu'écoutez, avec les cybercafés qu'il y a ici, mais les infiltrés sont mieux équipés d'ailleurs que les vrais étudiants, ils vont vous faire des cartes et ils vont se retrouver encore une fois dans le site universitaire. Tant qu'il n'y a pas un travail de chaque jour, tant qu'il n'y a pas de sursaut qu'après des problèmes, comment est-ce qu'on pouvait continuer de vivre dans des conditions telles que les homes étaient prévus pour plus ou moins 500 individus, on en arrive à près de 4000. Sans parler des auditoires eux-mêmes qui sont surbondés. Et après, on parle d'un problème sécuritaire. Mais au-delà du problème sécuritaire, c'est un problème sanitaire. Donc, c'est des questions qui doivent être analysées profondément, pas seulement par rapport à cette crise, mais aussi pour l'avenir. Est-ce qu'il faudrait que des têtes tombent? Mais je venais de vous dire ici que je suis étonné que les responsables de l'UNIKIN continuent à occuper leur poste. Ils doivent être virés. Puisque la gestion, non seulement de cette crise, mais aussi de tout ce qui s'est passé avant, n'est pas normale.
l'autorité de l'État a été défiée. J'ai des petites questions. La première, Monsieur Thierry, une grande partie de la population vous accuse, vous, justement, l'FCC, de pouvoir faire de l'ombre au chef de l'État. Est-ce que ne pouvez-vous pas vraiment prendre recul? Et que répondez-vous exactement à ces Congolais qui vous définissent comme un bourreau, le chef de l'État? C'est ça ma première question. Et aussi, quel est votre point de vue à l'idée d'Adolphe Mbuzitu de faire la guerre au Rwanda puis l'annexer au Congo? Est-ce que vous épousez cette idée? Faites-vous de l'ombre à Félix Tshisekedi et sa coalition cachée? Je ne pense pas. Vous savez que je vous ai dit ici que les gens ont l'habitude de spéculer sur ce qui n'existe même pas. Le président de la République ou la présidence de la République agit selon les textes et les lois du pays. Et le président de la République a entre ses mains la loi fondamentale, mais aussi toutes les autres lois. Et les personnes qui viennent de la société civile, du CACH ou du FCC, sont sous ces lois. Et lui, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Je ne vois pas un ministre du FCC qui, aujourd'hui, est en train de marcher contre les lois de la République. Donc, contre le président de la République. Il y a notamment les ordonnances en souffrance à la GECAMIN, tout comme à la SNCC, jamais été appliquées. Vous avez suivi l'un des nominés de cette décision, M. Kyungu, qui a dit que c'est une question de formalité administrative. Ça fait plus de 6 mois maintenant. Mais il faut poser la question au ministre du portefeuille. Alors que ses collègues, son collègue de la SONAS et d'autres ont commencé à Il faut travailler. poser... Ah, donc on ne ferait pas ombrage à la SONAS, on ferait ça à la GECAMIN. Pour quelle raison? Je pense qu'il faut poser la question au ministre du portefeuille. Mais moi, je sais que le président de la République a tous les pouvoirs que la Constitution lui reconnaît et que par rapport à ça, il n'y a pas d'ombrage. Quand je vois le président de la République passer, je ne vois pas d'ombre sur sa tête. Si ce n'est l'ombre des arbres. Est-ce que vous avez intérêt à ce qu'il réussisse, Félix Tshisekedi? Mais est-ce qu'on a intérêt à ce qu'il échoue? Parce que 2023 profite. Si on avait intérêt à ce qu'il ne réussisse pas, nous ne serions pas aujourd'hui dans une coalition avec le CACH. Qui dit coalition dit assemblage des efforts pour marcher ensemble. L'échec du président de la République, ça sera un échec partagé. Alors pourquoi accepterions-nous de porter un échec? Raison pour laquelle, vous voyez, le FCC, chaque jour, cogiter sur les moyens de rendre plus lisible la coalition, mais aussi plus efficiente. Et vous-même, on vous accuse même d'avoir de proximité maintenant avec le CACH. Vous seriez même tenté d'intégrer la coalition de Félix Tshisekedi. Quand vous dites vous, c'est qui? Vous, personnellement? Ah mais non, pas du tout. Je suis FCC, je suis CCU. Les gens... Vous aurez été déçu par les dernières nominations. Sûrement que vous attendez les mandataires. Si vous n'êtes pas là, vous claquez la porte. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas de la catégorie de ceux qui veulent qu'il y ait des dialogues pour le partage des postes. Ces histoires ont fait reculer ce pays. Tout ce que je veux, moi, c'est que quand je fais mes business, que les Congolais qui sont mes clients aient la possibilité d'acheter. Quand je fais une société, que demain je n'ai pas 40 taxes à payer, alors que je sois nommé ou pas. Lorsque dans ce secteur je suis à l'aise parce que ma lutte quelque part a fait comprendre aux autorités qu'il fallait mener une réforme, mais je suis heureux. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que je sois ministre pour que je puisse me rendre compte de cela. Vous n'êtes pas tenté de lâcher Kabila, ni Lambert Mende? D'abord, c'était un choix qui n'a pas été motivé par ce que vous pensez. C'est un choix qui a été motivé par un partage d'idées. Vous voyez que vos idées convergent avec celles de telle ou de telle autre personne et vous adhérez à cela. C'est par rapport aux idées et par rapport à une lutte. Et non pas par rapport à être X ou Y. Il faut annexer la RDC au Rwanda, Jean-Thierry Monseneko. Ça, c'est vraiment... Annexer, pardon, le Rwanda à la RDC. C'est reculé à des années et à des années de c'est pratiquement la guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France, où ils cherchaient à prendre l'Alsace et la Lorraine, ainsi de suite. C'est ridicule aujourd'hui de parler de cela. Aujourd'hui, nous devons parler développement. Et je rejoins même ce qu'a dit le président de la République. Il faut jeter des ponts
et non construire des murs. Nous sommes à l'ère où il faudrait que nous puissions travailler ensemble, en tant qu'Africains. Parce que justement, le problème de l'Afrique, c'est que nous continuons à réfléchir en tant que 54 États et non en tant qu'un continent. La force des États-Unis, c'est qu'ils ne réfléchissent pas en tant que 50 États, mais en tant qu'une nation. Et l'Europe a sa force par rapport au fait qu'ils ne pensent pas en 27 pays, mais plutôt en Union européenne. On va parler maintenant de la dernière thématique parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, de la célébration de l'an 1 de l'alternance. Est-ce que vous avez vu le débat qu'il y a eu, si les Antilles est pro, 6 millions, célébration avec faste, on sait d'où on vient, où on est maintenant. Est-ce qu'il faut passer cette fête sous silence ou il faut la célébrer en sabrant le champagne? Dans la méditation. On ne peut pas être en train de festoyer ici à Kinshasa alors que nos compatriotes sont en train de mourir à Beni et à Butembo. On ne peut pas festoyer ici alors que nous savons que dans le Grand Équateur, il y a des gens qui sont en train de subir l'inondation. C'est impensable. Nous devons réfléchir. Réfléchir à ce que nous devons faire pour notre pays. Cette alternance, c'est bien, mais qu'est-ce que nous allons faire de cela? C'est aussi une responsabilité, l'alternance. Une responsabilité de continuation. Et cette continuation, c'est dans les élections. C'est dans des meilleures assises pour la démocratie. Il faudrait qu'on réfléchisse sur ça. Comment est-ce qu'on va faire pour que la démocratie soit beaucoup plus ancrée? Comment est-ce qu'on va faire pour ne pas reculer? Pour pas qu'en 2023, nous ayons encore une main tendue vers la communauté internationale, mais que nous continuions à financer nos élections seuls. Mais pour qu'on arrive à cela, il faut qu'on porte des réformes sur le plan électoral. La loi électorale notamment. Il faudrait qu'on réfléchisse sur des élections qui coûtent moins à notre trésor public. C'est autour de ça que nous devons réfléchir à cet anniversaire d'alternance. Et vous, ça devrait vous permettre aussi de réfléchir sur la marche du Front commun pour le Congo une année après. Non, on n'a pas attendu une année après. Vous avez suivi les assises de Mboula Lodge, où l'autorité morale a demandé à ce que la coordination puisse réfléchir avec les sociétaires du FCC sur les possibilités de restructurer, de faire en sorte que le FCC soit plus viable, que ça soit beaucoup plus apte à apporter sa pierre positive dans l'élan de développement de notre pays aux côtés du CACH, son partenaire. Et je crois que cela a été poursuivi à Kinakati, à la ferme privée du président honoraire Joseph Kabila, et les travaux se poursuivent. On n'a pas attendu une année, on a plutôt anticipé les choses pour que, au moment venu, nous ayons un cahier de charge qui permette à ce que le FCC puisse être non seulement un regroupement politique fort, mais aussi une machine qui puisse apporter des idées sur des réformes, sur des propositions de développement à notre pays. Des réformes pour permettre à Joseph Kabila de revenir, de faire son comeback. Mais il ne faut pas toujours penser en termes de Joseph Kabila. J'ai l'impression que les gens font trop de fixations sur le président honoraire. Nous devons plutôt faire des fixations sur le Congo. La réflexion doit être portée sur le Congo. Il ne faut pas non plus qu'en parlant du Congo, que nous puissions éteindre les responsabilités ou les droits constitutionnels des uns et des autres. C'est inacceptable. Jean-Thierry Monsenepo, on a fini. Vous allez regarder la caméra et vous adresser au public qui nous a regardé ce soir, ici ou ailleurs. Parlez à ces Congolais ou à ces téléspectateurs qui ont regardé ce programme. Merci beaucoup Jean-Pierre pour l'occasion que vous m'avez donnée. Merci aux amis qui nous ont accompagnés pour cette émission. Le message particulier, c'est que nous devons savoir, à mon humble avis, que si le voisin vient s'amuser chez vous, jeter ses immondices dans votre parcelle, c'est que vous n'avez pas vous-même le sérieux de votre bien. Si aujourd'hui nous sommes en train, près de 60 ans après, pleurer sur une question de balkanisation, c'est simplement parce que nous-mêmes, nous n'avons pas été sérieux sur l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé, c'est-à-dire le Congo. Nous avons continué à blaguer avec ce pays, nous avons minimisé qui nous sommes, nous avons mis l'émotion devant et la raison en arrière. Il est temps que ça cesse. Il est temps que, si nos autorités signent des contrats avec des partenaires étrangers ou des hommes d'affaires congolais, que ce soit respecté. Si l'État se fait livrer par des fournisseurs privés, que ce soit payé. Si l'État engage des fonctionnaires, qu'ils soient payés. Nous devons apprendre à devenir sérieux et les voisins vont aussi
nous respecter. Jean-Thierry Monsenet pour ce soir d'en face à l'opinion. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette occasion de commencer l'année 2020 avec vous. J'espère que nous la terminerons très probablement avec vous. Sauf si vous serez au gouvernement, parce que quand on est ministre, on ne prend plus le téléphone. Ou sauf si le Christ venait pour nous enlever, nous les chrétiens. Je Oui, ne sais pas si c'est le cas avec toi. On souhaite qu'il ne revienne pas des sitôt. Nous attendons l'enlèvement chaque minute. On souhaite qu'il ne revienne pas des sitôt. On a encore besoin de travailler pour ce pays. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Nos portes sont ouvertes. Revenez quand vous le pouvez. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous également, messieurs et dames, d'être venus poser des questions à notre invité. Merci aux techniciens. Merci à vous tous particulièrement qui avez regardé ce programme. Nous vous souhaitons une année de paix, succès et beaucoup de prospérité dans vos entreprises. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.